Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Marc-André et Losé. Comment ça va les boys? Yes, ça va bien toi? Ça va super bien, toi? Ça va quand même pas pire. Je te dirais bittersweet, up and down. Des pleurs, des rires. Les Steelers qui Oh! perdent en prime time contre les Bengals. Aïe, 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 aïe. Tout un match qu'on va en parler plus tard. Bittersweet parce que j'adore ça quand Losé se trompe sur les Colts. C'est rendu mon running gag préféré. Qui choisit la déchéance puis les Colts continuent à gagner. Je suis pas un fan des Colts. Je suis même pas pour de vrai, mais à chaque fois qu'ils gagnent, je suis comme yes, Losé dans ta. Heureux. Je peux pas l'expliquer. Ça me rend un petit bonheur, un petit plaisir coupable. Mais en tout cas, sinon, on en parlera encore de tous ces matchs-là. Il y a quand même eu beaucoup de matchs très intéressants où est-ce que des résultats surprenants aussi. On en parlera quand ça arrivera. Mais merci beaucoup à Dualité pour la musique d'intro encore. Là. Gros shout-out à toi. Et Marc-André, plug nos réseaux. Puis comment ça se passe du côté de nos nouveaux TikTok? Yes, l'Assistant Coach Podcast sur toutes les plateformes TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, les plateformes audio pour nous suivre. Ça va vraiment bien. Le vidéo de betting de Losé, c'est-tu samedi ou dimanche que tu l'as fait dimanche, je pense? Notre première vidéo ever qui dépasse 500 vues. Donc, good job. On est vraiment contents. Donc, ça pogne. Continue de nous suivre sur TikTok, Instagram. J'ai quelques shout-outs à faire. Avant qu'on poursuive. Donc, sur TikTok, Marc-Antoine Bélanger, Benji Boy, Mathis Tremblay, Roxane, Miguel Roy, Alex Pinet, Nate. Sur Instagram, Do6745 puis Maxou Pitou. Des gros shout-outs pour tous ceux-là qui ont liké, partagé et visionné nos trucs. Donc, voilà, c'est vraiment cool. Bien gentil, je suis ému. Je pleure pas, mais je suis ému. Okay, juste pour... Fait que, non, je vous le dis, ça pogne. TikTok puis Instagram, ça pogne. Ah, très cool, merci. Ben, c'est bien le fun. Ouais. Losé, est-ce que tes paris ont hit? Est-ce que tes prédictions, ça s'est bien passé ou non? Écoute, je vais vous conter de quoi, là. Vous allez, c'est quand même très, très ironique ce qui s'est passé. First, je vais parler du deuxième pari que j'avais donné, qui était, selon moi, le meilleur de la journée. C'était Devon Chain, over 99,5, rush and reception yards. Puis moi, avec des amis, je suis dans un pool de bêtes, dans le fond. À tous les jours, il faut envoyer une cote en haut de 1,75, n'importe quelle bête sur n'importe quel sport. Puis c'était mon pick, puis c'est un survivor, dans le fond. Fait que le dernier qui reste en vie, il va gagner. Ça, c'était mon pick du dimanche. Mais par le temps, j'avais envoyé en même temps que j'ai fait la vidéo. Fait que c'était 99,5. Okay. Puis dans un autre groupe, on est une gang, on fait un party de groupe à chaque dimanche. Fait que ma sélection, c'était celle-là aussi, parce que je trouvais que c'était le meilleur. Ouais. Par le temps que j'envoie ma sélection dans ce groupe-là, ça l'avait descendu à 97,5 la ligne. Fait que j'ai envoyé cette ligne-là à 97,5 dans un pool, mais ma sélection, c'était 99,5 à la base. J'avais aucun problème que ça descende. Ouais. Ben pour ceux qui ont regardé le match, il y a eu un blowout. Devon Chain, il n'a pas joué du quatrième quart au complet. Tua, il a lancé 22 000 interceptions pendant le match. Puis Chain, sans jouer au quatrième quart, il a fini à 98. Fait qu'à 97,5, ça rentre. C'est ça. J'ai frappé la deuxième ligne quand même de 97,5, mais le bet que j'avais donné dans les vidéos, dans l'assistant bet, ça ne l'a pas hit parce qu'il n'a pas joué au quatrième quart. Fait un peu de malchance, je trouve, de ce côté-là, quand même. J'ai pas vu ce blowout-là arriver. Puis... Ouais, fait qu'on l'a manqué par 1,5 verges. Puis pour ce qui est de Davante Adams, ce matin, j'avais donné 2 bets qui étaient 6 réceptions et plus et un touchdown. Finalement, il y a eu 3 touchdowns, mais seulement 5 réceptions. Un autre méga blowout que j'ai pas vu. Il a manqué juste une réception, mais ils ont gagné par 30 il y a eu targets, il y a eu genre 8 targets. Là. C'est quoi ces 3 passes-là, man? Tu fais mentir Losé. Ton problème, il peut voir ça. Je sais. Il est juste capable d'attraper des passes de 2 verges et moins, mais pour des touchdowns. Certains vont dire qu'il y a comme un taux de succès de 60% de passes captées pour un touché, mais garde, moi je trouve ça ordinaire quand même là, de laisser tomber Losé comme ça. Je suis très déçu. Honnêtement, ça l'a pas hit. Mais en même temps, c'était vraiment, vraiment extrêmement proche de 3 sur 3. Ça, c'est un peu les problèmes, par exemple. Quand tu bets des player props, contrairement à des over-under puis des je veux dire des spreads, quand il y a un gros blowout sur le match, clairement que quand tu es dans le over de l'équipe qui mène, ben, peu importe un ou l'autre, les top players vont s'asseoir au quatrième quart, ils vont runner le ballon beaucoup plus, avoir moins de passes. Fait que c'est sûr que ces bêtes-là deviennent un petit peu plus à risque.
Dommage. Mais regarde, en même temps, c'est ça, hein, c'est imprévisible. Puis il y a eu beaucoup de choses qui m'ont surpris. On parlera aussi là, du tableau de nos prédictions pour voir qui a gagné la semaine pour les prédictions de victoire et de défaite. J'avais une très belle séquence au début, là, j'étais comme 110, ça s'est Ouais, écrit les ça derniers matchs. ça s'est gâché. Fâché, mad, des gens qui m'ont fait mentir encore. Là. Mais avant qu'on parle de tout ça, Marc-André, fais-nous un topo des matchs dont on ne parlera pas. On parlait des matchs prime time du jeudi, les Steelers, les Bengals et les deux matchs qu'on avait prime time le lundi soir. Donc, qu'est-ce qui s'était passé le dimanche durant toute la journée? Marc-André, dis-nous ça. Yes, donc, ici, je vous partage ça. Donc, segment en rafale, tout d'abord, match international du dimanche matin. Les Rams qui éclatent les Jaguars. Les Jaguars avaient montré des belles choses en battant Casey, mais depuis, c'est pas reluisant. Donc, blowout des Rams 35-7. Les Bears qui s'enlignent une 4e victoire de suite, qui court pour 200 verges dans la face des Saints 26-14. Lausanne en a parlé. Les Dolphins qui sont éclatés 31-6. Mike McDaniels, je comprends toujours pas comment ça se fait qu'il y a une job encore aujourd'hui. Je la comprends pas moi non plus. Tu te fais battre 31 points par les Browns, je comprends pas qu'est-ce que tu fais encore avec ta job. Les Chiefs qui sont l'équipe à battre dans la NFL depuis que Losé a calé que le plaqué qui avait tourné la saison est arrivé de Patrick Mahomes. Donc 31-0 contre les Raiders. Ça doit être les Raiders, c'est quand même Pete Carroll que tu viens d'éclater 31-0. C'est le fameux mini spark qu'il y a eu en deuxième demi contre les Giants, ça a tout changé. Tout changé. Donc, contre les bons Giants, hein, ils n'ont pas peur des mots. Oui, absolument, de plus en plus crédible. Les Eagles qui l'emportent 28-22 dans un match quand même serré contre les Vikings. J'aime pas les Eagles, mais ils gagnent quand même parce qu'ils ont des bons joueurs. Les Panthers et les Jets dans un match très enlevant, rempli de rebondissements, l'emporte 13-6. Justin Fields qui se fait bencher. Justin Fields bat plein de records de médiocrité depuis quelques semaines. C'est assez incroyable. Malgré tout, les Panthers, on n'en parle pas. Ils sont quand même 4-3. Ça vaut ce que ça vaut, mais on ne peut pas leur enlever qu'ils sont en haut de 500. Les Pats, avec le retour de Mike Vrabel à Tennessee, l'emportent 31-13. Drake May a l'air de Tom Brady. Il est incroyable, des stats de feu. Les Pats conservent leur premier rang dans la division. Donc, assez incroyable pour les Pats. Les Broncos qui font quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la NFL, l'emportent 33-32 contre les Giants après avoir inscrit 0 points dans les 3 premiers quarts. Si vous voulez voir des highlights, allez écouter le 4e quart en intégrale de ce match-là. C'est incroyable ce qui s'est passé au 4e quart. Les Colts qui l'emportent malgré des prédictions de Losé qui disait que Daniel Jones allait avoir 3 picks, que les Chargers allaient gagner. Les Colts l'emportent 38-24 dans ce match-là et qui continuent leur saison incroyable. 6-1 maintenant. Les Packers qui l'emportent un peu in extremis contre les Cardinals qui sont de loin supérieurs avec Jacoby Brissett que Kyler Murray au poste de quart. Avec Jacoby Brissett, c'est une équipe qui se peut. Dimanche soir, le dernier match de 4 heures du dimanche, les Cowboys qui éclatent les Commanders. Les Commanders, rien ne va plus. Jalen Daniels blessé, ne sera pas en uniforme cette semaine. Et les Cowboys qui se maintiennent et ont peut-être une chance encore de participer aux éliminatoires. Et le match du dimanche soir, Christian McCaffrey qui est tout feu, tout flamme, qui mène les 49ers de moins en moins ou de plus en plus blessés. Il y a des retours, mais des gars qui partent à chaque semaine. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont en penser. Mais les 49ers l'emportent quand même 20-10 sur les Falcons et qui se maintiennent au sommet de cette division-là. Merci Marc-André. Et là, on va parler de Buccaneers, Lions, Texans, Seahawks avec Losé qui vient de partir. Vous ne voulez pas nous parler de ce match-là? Non, c'est ça. Donc, les matchs de prime time du lundi, les Lions ont battu les Buccaneers 24-9 dans un match vraiment à sens unique. Et les Seahawks, dans un match plus serré, mais je dormais, ont gagné 27-19. J'ai vu les highlights, par contre, quand même un super beau match. Et les Seahawks l'emportent, comme je disais, sur les Texans pour porter leur fiche à 5-2 dans une division où 3 équipes sont à 5-2. Aïe, aïe, aïe. La différence entre une première place et une troisième, elle est extrêmement mince dans cette division-là. Donc, c'est à surveiller là, par rapport là, aux Seahawks, aux 49ers et aussi aux Rams qui sont vraiment le nez à nez dans le sommet de cette division-là. Donc, une lutte très chaude et très belle à voir. Losé, tu m'avais dit que tu allais parler un peu des 2 matchs
coup-ci, coup-ça, plus des highlights. Puis tu avais des parallèles à faire tes deux matchs. Donc, je te laisse aller. De quoi tu as envie de nous jaser par rapport à ces deux matchs prime time-là de lundi soir? Ben, moi, pour ma part, en partant, je dormais pas pour le deuxième match. Puis je vais t'avouer que j'ai eu de la misère à dormir après la fin de la game parce que ce que j'ai vu dans ce match-là, c'était vraiment catastrophique. Puis je vais en parler en deuxième, justement, à cause de ça. C'est pour ça que tu m'as répondu à mon meme à 3h du matin. Là. Non, mais. La game venait de finir, il était pris contre J'allais aux toilettes, je vois un Coordinator. meme, Ah non, je le partage dans le groupe, tu me réponds, on a une petite discussion. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je vais me coucher. Honnêtement, les gars, il s'est passé des choses dans ce match-là que j'en reviendrai jamais, je pense. Mais on va commencer par le match Détroit-Tampa. C'est sûr que Tampa, avec les nombres de blessures qu'il y avait, puis là, évidemment, dans le match, il y a eu Mike Evans aussi, RIP Mike Evans pour sa saison. Puis probablement, on va dire à ce stade-ci, peut-être sa carrière. Un des meilleurs, un des all-time greats à avoir été wide receiver. Très, très triste de le voir sortir comme ça et de ne pas avoir une chance de continuer son streak de 1000 verges. Mais sur ce. 11 saisons pour débuter sa carrière à plus de 1000 verges. Exact. Fait que, oui, avec les blessures, on s'attendait. Tu sais, avec Buka, était game time decision. Finalement, il a joué, ça allait aider, c'est sûr. Mais Bucky, toujours pas là. Godwin, pas là. On s'attendait quand même à un match serré parce que Baker fait des miracles depuis le début de l'année, probablement le meilleur dans la ligue. Mais là, on sait c'est qui le meilleur depuis en fin de semaine. Jared Goff, ouais, c'est ça. Petite parenthèse. Non, mais Détroit, on va. Tu sais, quand tu joues contre une équipe que ça risque d'être serré, il risque d'avoir beaucoup de points. C'est un adversaire méga coriace. Tu joues peut-être pour le bye dans la NFC. Les gars s'en viennent chez vous, tu es à domicile, il faut que tu donnes le ton. Ben, Détroit a commencé le match complètement sur les chapeaux de roue. Amon-Ra St. Brown, première demi, juste extraordinaire. C'était juste. Il était tout le temps tout seul, c'est pas compliqué. C'était même pas qu'il avait besoin de faire des attaques contestées. Je sais pas s'il changeait de couvreur contre lui en défensive ou c'était toujours le même, mais c'est incroyable. Incroyable de voir ce gars-là aller. Jahmyr Gibbs, hallucinant. Je pense qu'il y a eu un career high 250 verges total, quelque chose comme ça. Juste hallucinant, Gibbs, à quel point il a été dominant. Ça a été la série sur le Sunday, ça a été son 78 verges touchdown, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est 78 verges. Ouais, c'est ça, pas loin de 80. Ouais. Là, fait que, 78. Et puis, son temps là, à 22,23 miles per hour, qui est le troisième meilleure vitesse, puis c'est lui qui a le top 2. Fait qu'il a les 3 meilleures vitesses enregistrées cette saison. Tous joueurs confondus, toutes positions confondues pour une course avec le ballon. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. Détroit, pour éviter, mettons, d'embarquer dans un match serré comme qui était peut-être plus attendu, il avait besoin d'un gros start comme ça. Tu sais, une équipe qui est décimée un peu par les blessures, veut pas, même si Tampa a fait beaucoup de comebacks au quatrième quart, puis que Baker a orchestré des drives pour gagner à la fin du quatrième quart plusieurs fois cette saison, un moment donné, ça te rattrape, il te manque des éléments importants. Si Détroit a commencé avec un début de match très, très fort, comme ils ont fait, c'est là que Tampa Bay n'a pas été dans le coup. Par contre, depuis le début de l'année, probablement qu'avant cette semaine, tout le monde aurait donné le MVP à Baker Mayfield pour tout ce qu'il fait en fin de quatrième quart depuis le début de la saison. Baker Mayfield, il faut le dire, quand ça arrive, il a été complètement off. Un match vraiment, vraiment, vraiment pas pitoyable, mais très, très mauvais, on va dire. Plusieurs fois, ses receveurs qui étaient complètement ouverts, les a manqués, overthrown, par-dessus la tête, même des fois complètement sur le sideline au lieu d'être un petit peu catchable pour le gars. Il ne donnait pas la chance à ses receveurs de faire les jeux. C'est très bizarre. Puis là, si je peux me permettre aussi, c'est ça, il y a 2 commentaires. Le premier, c'est, on voit sur la chart, il y a comme 2 points blancs en haut à gauche. Il y a un de ces deux-là qui aurait été réussi, mais Mike Evans se blesse en attrapant le ballon, puis il l'échappe. Fait que ça aurait pu être un gros gain qui aurait changé peut-être un peu le momentum, puis ça l'a brisé, parce que dans cette séquence-là, Tampa avait du momentum, puis ça l'a cassé les reins complètement.
Puis le seul touché, ça a été Tess Johnson, le fake MVP, là, pour ceux qui ont vu le vidéo que j'en parlais la semaine passée, Ici, qui ouais. pensait que les gens chantaient MVP pour lui. Ah ouais. Le jeu exceptionnel pour marquer un touché. Il a dû briser des plaqués, puis il a dû aussi faire une petite pirouette, étendre les bras. Donc, il a vraiment eu un jeu exceptionnel pour marquer un touché. Puis ça a pris ça comme bougie d'allumage pour se mettre sur le tableau là, au terme d'un touché. Mais ça n'a pas été concluant après ça. C'est encore une fois, comme tu as dit, des overthrows, puis des passes imprécises ou qui arrivent un petit peu en retard. Beaucoup de pression, il doit s'échapper, il se débarrasse du ballon. Fait que ils n'ont jamais eu des trois chapeaux à eux d'avoir mis beaucoup de pression sur Baker. Il n'a jamais été confortable. Puis avec Bucky Irving qui n'est pas là, ça fait une différence. White est bien, mais il n'amène pas du tout la même chose que Bucky Irving, surtout pour le niveau de pass catching. Puis une fois qu'il a la balle, ça c'est en ligne droite fort, puis il va briser les plaqués, il va tomber vers l'avant, mais il ne va pas faire les courses comme Jeremy Gibbs sur le côté, se tasser, puis comme aller de l'avant. Il a une puissance, court gain, mais Bucky Irving est de toutes les sauces. Fait que dans un match où c'est important contre une bonne défensive de même qui met beaucoup de pression, bravo à Delvin, quelque chose, là, le corner défensif qui était linebacker avant pour eux, coach des linebackers pour eux. Fait une maudite bonne job. Les Lions paraissent extrêmement bien en défensive. Fait que contre une bonne équipe qui était à 5-1, c'était un gros statement. Puis c'est super important pour les Lions pour la première place qui convoitent dans la NFC. Fait que tout ce que tu as dit, je suis 100% d'accord avec toi pour Baker. C'était pas son meilleur match, puis ça tombe contre une des bonnes équipes. En prime time, super scrutiné. Il n'a pas très bien paru. Non, c'est ça. Puis c'était bizarre. Ça va même au-delà des mauvais lancers. Veux pas, t'as beau être un QB, t'as beau être un des meilleurs QB, à un certain point, c'est possible qu'une journée, tu l'ailles un peu moins. C'est justement dans ces moments-là que tu aimerais ça que ton running game puisse t'aider. Puis comme tu as dit, Rashad White, c'est un gars en puissance. C'est un gars pour des 4-5 verges, 3-4-5 verges, un gars de goal line qui est super fort, mais c'est pas un gars explosif à la Bucky qui va faire des courses de 20 verges ou des petits screens qui va donner un 40-50 verges pour ces jeux explosifs-là. Mais au-delà des mauvais lancers, Baker, c'est quoi qu'il fait bien depuis le début de l'année, puis l'année dernière, puis l'autre année? Il scramble beaucoup, puis il scramble au bon moment, puis des bonnes courses de 10 verges et 15 verges. Il va gagner des premiers essais. Il a eu la chance de scramble au moins 3 fois dans le match, puis à chaque fois, il a lancé le ballon. Ça, écoute, c'est sûr qu'assis sur le divan, tu te demandes, facile, OK, mais tu sais pourquoi? Parce que c'est pas comme si c'est un. Tu sais, mettons un Matthew Stafford a ces 3 opportunités-là. S'il lance 3 fois, je ne serais pas choqué du tout parce qu'il ne court pas. Mais Baker, il a cet instinct-là. Fait que j'ai vraiment pas compris pourquoi qu'il ne faisait pas comme il le fait toujours. Fait que ça, je me demande vraiment, ça vient de où le fait que. Est-ce qu'il est blessé? Non, mais est-ce qu'il est blessé? Non, je sais pas. Aujourd'hui, ça a sorti. C'est sûr, les mercredis, il y a beaucoup de gars qui ne pratiquent pas. Il y a beaucoup de gars qui tombent questionable puis ils ne sont plus questionable soit le jeudi ou le vendredi, mais ça a tombé aujourd'hui qui est questionable parce qu'il n'a pas pratiqué. Est-ce que c'est une coïncidence puis il va revenir demain? Ou est-ce que c'est en lien avec le fait? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Il y a peut-être de quoi aux jambes qui l'empêchait de courir parce que c'est arrivé au moins 3 fois. Je vous dis, là, je ne serais pas surpris s'il sort qu'il y a une petite blessure parce que c'était pas Baker-like comme match. C'est pas juste de mal lancer, c'est que cet instinct-là qu'il a à tous les matchs puis qu'il fait bien dans les bons moments importants, il a eu l'opportunité de le faire au moins 3 fois puis il ne l'a pas fait. Fait que ça, c'est. Je trouve ça une fois, il s'est fait saquer, il était tout seul par la gauche, puis au lieu de courir comme il fait avec conviction, il n'a pas couru assez vite, il s'est fait rattraper par en arrière, il s'est fait trip par la cheville, puis il est tombé, puis c'est un sac du corps. Exact. C'était vraiment bizarre. Fait que, puis tu sais, grosso modo, ce match-là, je dirais pas un match parfait de Détroit parce que deuxième demi, l'attaque a vraiment ralenti. Ils n'ont quasiment pas lancé le ballon. Ça a été le Jahmyr Gibbs show. Mais par contre, de garder Tampa Bay à un aussi bas pointage, de la manière que l'attaque fonctionne, même si Baker était dans un off-night, ça reste qu'ils n'ont pas donné ces jeux-là. Ils n'ont pas donné les verges. Chapeau à Détroit qui ont joué un match extraordinaire. Ouais. Seahawks Texans, à part les highlights, j'ai rien vu. Mais parle-nous-en de ce match-là. C'était-tu correct de se coucher tard pour vivre cette ambiance-là prime time du dernier match de la fin de semaine? Écoute,
Je sais pas comment décrire ce match-là en un mot. Personne t'a demandé aussi. J'essaie de. Je me demande si c'est pas comme excitant ou catastrophique ou nul à chier. Ben ça, c'est 3 mots. Mais... on avait un ami, Simon Paquette, Charlotte, qui disait complètement cirque, puis on l'a ramené souvent. C'est genre complètement cirque, c'est comme, man, c'est-tu comme. Est-ce que c'est un match de football ou c'est comme. C'est quoi, t'as dit complètement cirque? Complètement cirque. OK, ben ouais, ben gars, c'est bon ça. On peut y voler son quote. Puis écoute, ce que j'ai vu de ce match-là, first, 2 observations à faire vite. Ce match-là m'a confirmé 2 choses. En date de la semaine numéro 8, Houston a hands down la meilleure défensive de la ligue. Ça, c'est un no-brainer. Jouer contre une attaque qui est solide depuis le début de l'année. GSN qui est wide receiver 1 en verge. Les running backs vont bien. Sam Darnold, qu'on l'aime ou pas, il fait la job. Puis là, vous allez dire, ah ouais, mais pourtant, Seattle a scoré comme 28 points, je pense, ou quelque chose de même. Non, 27, vous comprenez pas, là. C'est pas Seattle qui a scoré ces points-là tant que ça, là. Sérieusement. Écoute, il restait 8 minutes. Je me suis forcé, je l'ai même écrit dans notre groupe, juste pour être sûr de ne pas l'oublier. Mm-hmm. Il restait 8 minutes au dernier quart. L'attaque de Seattle avait causé 4 revirements. Était victime de 4 revirements. Il était 1 en 14 en troisième essai. 1 en 14 en troisième essai. 4 revirements. Puis en plus, Seattle avait 11 punitions. Fait que là, tu mets tout ça ensemble, tu te dis, voyons, Houston, c'est sûr qu'ils ont genre 54 points. Ben ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont toujours le ballon. Puis ils prennent le ballon des short fields. Puis ben, Houston avait 12 points. C'est incroyable. 12 points. Fait que là, ma première observation, c'est que la défensive de Houston est juste extraordinaire. Machine, ben ouais. Extraordinaire. Mettre de la pression tout le temps. Ils causent des revirements de toutes les façons possibles. Puis la deuxième observation, quelque chose qu'on a parlé dès le début de l'année, dans même le podcast avant la première semaine d'activité, mettons, qu'est-ce qu'on pensait des gagnants de division. Moi, j'avais Houston comme gagnant de division, mais le point d'interrogation, c'était la O-line qui était pathétique l'année passée. Ils avaient réussi à s'en sortir, pathétique. Là, tu te dis, c'est sûr qu'ils ont fait des améliorations. Oh my God, les gars. C'est la pire performance que j'ai vue de ma vie d'une O-line. La pire. C'est même pas proche. Écoute, il y a eu les Chiefs contre les Bucks, justement, au Super Bowl, quand Brady a battu Mahomes. Ça a été une catastrophe, la O-line. Genre, je ne sais pas combien de sacs Mahomes avait. Puis il y a eu l'année passée contre Philadelphie, que c'était encore aussi pire, aussi non pire. Ça n'avait rien à voir avec dimanche. J'ai jamais vu une O-line aussi pathétique que ça. Puis là aussi de Houston. On dirait qu'il n'est pas au courant que sa O-line est complètement à chier. Non, mais sérieusement, y a-t-il quelqu'un qui peut lui dire? Comme de Meko Ryans, il est en train de capoter avec les play calls de son gars. C'est arrivé 3 fois avant le 4e quart que Houston était en situation de 3e et 1 ou 4e et 1. Les 3 fois, ben, la première fois, OK, fine. Tu n'as pas le running game. Ta O-line, elle se fait traverser par la D-line. Fait que il y a de la pénétration avant même que le running back ait le ballon. Mais tu sais, t'es 2e quart, 3 et 1, tu l'essayes, tu essayes une course. Hey, le gars perd une verge. Fait que là, tu perds le ballon. Il était à peu près à l'heure 40, quelque chose comme ça. OK, fine, ça arrive une fois. Mais là, tout le reste de la game, tu n'as pas de running game. La pénétration, elle se fait trop vite. Tu te fais saquer, tu te fais presser tout le temps. Fait que quand tu arrives en situation de court gain, qu'en plus, les gars, ils s'attendent à une course, en plus de la pression qu'ils mettent déjà, un moment donné, quand tu es là aussi, essaie d'être créatif, fais quelque chose, change de quoi. Ben non, 3e et demi-verge. Ça, c'est au 4e quart. 3e et demi-verge. 2e et demi-verge, désolé. Il essaie encore la même course. Pas gagné. Tout le temps, ouais, c'est ça. Il n'arrive pas à rentrer. 3e et une demi-verge, il essaie la même course, pas rentré encore. Écoute, ça se peut pas. Puis là, de Meko Ryan, c'est en train de perdre la tête. C'est impossible quand
si moi, le petit gros assis sur mon sofa, je suis capable de voir que la pénétration se fait à tous les astis de jeu, je peux pas concevoir qu'un je peux pas croire qu'un gars qui est payé des millions pour coacher va donner des jeux. Puis au pire des cas, essaie d'écrire. Tu veux jouer au sol parce que tu n'as pas confiance ou Nico Collins s'est blessé et n'est pas là au 4e quart. Essaye de quoi? Essaye des sweeps comme Casey. Tu sais, Casey, ils ont toutes les armes du monde. Ils ont le meilleur QB de la ligue. Puis pourtant, ils font des jeux un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Détroit, ils font des jeux, ils font des sweeps, ils font des. Tu sais, ils ont fait un touchdown là, à Amon-Ra St. Brown, un petit toss à Amon-Ra St. Brown qui donne le toss à Gibbs. Ouais. Non, c'est une petite course en plein milieu. Écoute, tu mets un tight end, tu fais une passe à droite, puis il plonge vers l'avant pour gagner la demi-verge. Il y a comme plein de trucs que tu peux faire. Il y a plein de choses. Un fake bloc qui est éligible, puis que là, il fait son bloc, mais il s'en débarrasse, puis une petite passe à droite. Plein d'affaires que tu peux faire. Mais absolument. Puis là, c'est trop prévisible. Tu vas faire, puis tu es stoppé à chaque fois. Non, mais fait que là, en plus que c'est du play call catastrophique du aussi, mais au bout de la ligne, c'est la ligne offensive. Sérieux, les gars, c'était complètement cirque. Parce que pour vrai, Marsh, là, j'ai pas vu le match, là, je veux pas trop m'inventer, mais Marsh, 10 courses, 15 verges, là, c'est pathétique de chez longtemps, là, 1,5 verges par course en 10 courses. Là, puis je pense que Chubb, de mémoire, Chubb a genre 2 verges par course, quelque chose de même. C'est 5 courses, 16 verges, là, ici, Chubb. Là, ici. Il y en a peut-être une 56 verges, tout confondu. Puis j'en entends 25 par son QB. C'est incroyable. Sinon 31 pour tes deux autres running backs. Non, mais les gars, je vous dis, ça n'avait aucun sens. Puis, malgré tout ça, ils sont down 2 possessions. Fait que là, ils vont en 4e essai, perdent le ballon. Souvent des 4 échos, perdent le ballon. Oups! Seattle, turnover. Houston reprend le ballon, il avance le ballon un peu, perd le ballon. Perd le ballon. J'ai jamais vu une performance d'une O-line aussi pathétique puis mauvaise que ça. Écoute, moi, être un gars de la ligne, un gars de la défensive de Houston, c'est sûr. Je ne sais pas comment que ça se passe, mais tu peux pas te fendre le cul puis te défoncer autant puis perdre le match à cause de tes coéquipiers qui sont pourris de même. Ça n'a aucun bon sens. C'est pas ils sont mauvais, ils sont pourris. C'est une catastrophe. C'est pire que pire. Et je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire, pas le droit de dire dans un podcast de même, mais sacrément qu'ils sont mauvais. Non, mais. T'as dit sacrément. Non, mais là, sérieux, là, j'étais même pas capable de me rendormir après, parce que je me disais, ça se peut pas que je vienne de voir là. Puis là, le pire, c'est que depuis dimanche, j'entends des affaires de probablement du monde qui n'ont pas regardé le match parce que c'était tard. Puis dire, Seattle, ils ont une bonne attaque, ils ont une bonne défense. Tabarnak, ils n'ont rien fait, c'est tout. C'est tout. La O-line, la D-line de Seattle, très bonne. J'ai vu un meme qui résume bien la situation. C'est comme, tu sais, dans ce match-là, j'ai vu un meme le lendemain, c'est comme l'arbitre qui dit juste, dans le fond, au lieu de pénalité qui fait reculer, on n'accepte pas la pénalité parce qu'on veut que l'attaque ait le ballon parce qu'ils pensent que ça va favoriser l'équipe. Comme si on veut que l'attaque ait le ballon parce qu'on préfère avoir notre défensif sur le terrain. C'est comme si les Texans, ils se disaient non, on préfère, au lieu d'un turnover on downs, on préfère dans le fond qu'ils reculent un peu, puis on a un autre jeu en défensif, ça nous donne plus de chances de gagner le match. Si Seattle garde le ballon, c'est on envoie notre attaque. Pour de vrai, c'était exactement ça. C'est plus de chances qu'il y ait un revirement. À un certain point. Puis là, tout le monde, toute la planète football, je suis sur CJ Stroud. Honnêtement, les gars, là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Non, mais dès qu'ils vont jouer contre une ligne défensive qui est, on va dire, above average, OK-ish ou une bonne, parce que Seattle, ils ont une bonne ligne défensive. Dès qu'ils vont jouer contre une équipe de même, la défensive de Houston est capable facilement de garder le match dans un écart serré, mais Stroud n'aura jamais la chance de lancer le ballon. Les meilleurs de sacs dans la ligue, c'est des gens qui ont eu des matchs contre
C'est Non, pas... mais non, mais... Si tu regardes le top 5, ils ont joué contre Houston, eux autres. non, mais sérieusement, je te Carrément, dis... c'est pour de vrai, c'est pas une blague. 4 des 5, ils ont eu des matchs contre Houston. Bon, ben, tu vois, je laissais même pas ça, puis je le dis sans avoir peur de me tromper que c'est la pire O-line. C'est vraiment terrible. Tu sais, il y a eu d'autres matchs, il y a eu d'autres semaines, mais c'est quand même un facteur désobligeant. Là, dans le fond, on va maintenant, parce qu'il y a aussi Bengals qui, ça va pas bien, là, tu sais, Joe Burrow s'est saqué à un rythme incroyable. Les Bengals, ça va pas bien, ah ouais? Ben là, attends, là, on va parler au match. OK. Ben, garde, Marc-André, si tu décides ce que tu veux, ton carrière n'est pas là, puis tu es 3 et 4, tu es une fiche perdante. Est-ce que ça va vraiment bien? Mais ça s'est bien passé pour eux jeudi dernier. Mais là, avant que tu donnes la parole à Marc, vas-y. Moi, j'ai compris que tu parlais de la O-line. Ouais, la O-line des Bengals n'est pas bien. Ils ont donné deux sacs contre l'excellente défensive des Steelers. Attends, Marc. Parce que au lieu de juste te renvoyer la balle, il a voulu pinpointer la O-line des Bengals parce qu'on parlait des mauvaises O-line. Oui, c'est ça. Il n'y a pas tort. Ouais. Mais là, avant de te laisser parler de ce match historique-là, imagine avoir une O-line si catastrophique que ça, avec un QB de 75 ans, puis en plus perdre contre cette équipe-là. En tout cas, tout est à toi. Vas-y. Mais en fait, ça c'est juste dans un rêve, parce que ça ne peut pas arriver dans la réalité. Non, c'est ça. Impossible. Mais là, juste avant, je vais quand même dire à mon ami Julien que je l'aime, je l'apprécie et que c'est rien de personnel ce qui suit. Okay? Non, mais toi, t'aimes ça les clickbait, les highlights. Vas-y, parle-nous des Bengals qui gagnent 33-32 contre les Steelers. Ce n'est pas un clickbait. Dis ce que tu as à dire, arrête de... Moi, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce que tu as l'impression qu'on s'acharne sur tes Steelers depuis le début de la saison. Mais non, mais pour vrai, j'ai pas l'impression que tu sais rien de ce que je pense. Arrête de présumer. Ce match-là... Je veux dire ce que j'ai à dire, mais... me confirme à quel point les Steelers ne peuvent pas gagner leur division. À date, ils ont la pire division de la NFL, puis ils ne méritent même pas de la gagner. Ce match-là fait juste prouver que peu importe la façon, que ce soit contre les bonnes ou les mauvaises équipes, leur victoire ou leur défaite vont finir à 9-8. Ouais, exactement. C'est comme ça. Regarde, vas-y, j'ai vu ce match-là aussi. J'ai vu beaucoup de matchs en fin de semaine. Mais vas-y avec ton analyse avant des Bengals qui gagnent 33-31. Par ça, je vais pouvoir dire ce que j'en pense. Mais vas-y, clickbait. Là, c'est juste parce que Lozé vient d'affirmer avec preuve à l'appui que les Texans ont la pire O-line. Mais tu allais dire à quel point les Steelers ils ont la pire O-line. Non, pas du tout. Vas-y, affirme plein de choses. En fait, je te parlerai pas je chierai pas de temps sur l'attaque parce que pour vrai. Pourquoi chier sur l'attaque? Je peux te le dire, Marc, je vais te régler ça tout de suite. Vas-y. Je vais être franc avec toi 2 secondes, OK? Vas-y. Je l'ai parlé, là, OK? C'est que les Bengals, en deuxième demi, ils n'ont rien arrêté des Steelers. Les Steelers avançaient sur le terrain. Ils ont même dû, beau jeu de T. Higgins, de couper le temps puis de ne pas marquer un toucher avec 2 minutes à rester au 4e quart parce que les Steelers auraient piétiné sur les Bengals. La grosse différence dans ce match-là, c'est que les Steelers ont mis aucune pression. Puis je trouve ça inacceptable. Après les 2 dernières semaines, les 2 derniers matchs où tu as mis une pression énorme sur les corps, tu as été avec Dylan Gabriel, tu t'es dit, hey, c'est un rookie, on va mettre full de pression. Là, le pressure rate des Steelers était à son plus bas de toute l'année. Ils ont comme essayé de contenir quoi? Tu avais peur de quoi? Tu avais peur de leur jeu au sol. Tu sais, oui, les Steelers accordent environ 100 verges par match par le sol. On le savait qu'elle n'allait pas arrêter la course. Puis avec Brown, Chase Brown, super bon Canadien, a eu ses courses. Là, ils ont voulu comme contenir la course. Là, ils ont dit Bonou par la passe. Il y a Jamar Chase, T. Higgins. Puis en plus, ils ont 2 bons tight ends qui peuvent capter la balle. Ils ont des armes à l'attaque incroyables. Si tu donnes du temps dans la pochette, c'est sûr qu'il va faire des bonnes passes. Puis en plus, ils ont des schémas de jeu. Ils créent des ouvertures pour libérer Jamar Chase avec beaucoup de mouvements avant que le ballon soit mis en jeu. Puis ils créent des beaux schémas de jeu pour que Patrick Queen n'ait pas le temps de caler les trucs aux Steelers. Puis il y a eu de la confusion en défensive parce qu'ils n'ont pas eu le temps de donner les assignations dernière minute pour que le jeu se déroule. Puis Jamar Chase en a profité largement, surtout au 4e quart, de beaux jeux offensifs calés. Fait que les Bengals, c'est un bon passeur qui est en santé. Il est beau et vieux, c'est un excellent passeur. Les Steelers n'ont mis aucune pression. Mais la grosse différence dans le match, Marc, puis tu me diras ce que tu veux, puis tu ne réussiras pas à changer mon idée avec tes soupirs, là, c'est que j'ai dit que s'ils protégeaient bien le ballon, les Steelers, malheureusement, ils ont eu 2 interceptions. Une c'est pas la faute de Aaron Rodgers. Là, 100% en désaccord avec toi. Metcalf s'est fait voler le ballon, mais oui, tu lances à double coverage à ton meilleur receveur,
Mais les 2 interceptions, le problème que ça fait, c'est que tu perds 2 possessions dont tu ne marques pas des points et les Bengals marquent 10 points sur ces interceptions-là. Fait que c'est pas un ballon de 10 points, c'est te donner 10 points à l'adversaire, puis en plus, tu perds une opportunité de marquer des points, puis les Bengals ont de la misère à t'arrêter. En première demi, les Steelers ont eu de la misère à l'attaque parce qu'ils ont manqué de momentum à cause des 2 possessions comme ça. Mais si tu protèges. Puis j'ai dit, la seule manière dont les Steelers vont perdre le match, c'est s'ils perdent la guerre des revirements, s'ils protègent mal le ballon. Puis c'est ça le scénario qui s'est passé. Fait que les Steelers, c'est une contre-performance. Mike Tomlin, il est 0-9 à ses matchs prime time dans les rivaux de division. Fait qu'il n'a jamais gagné un crise de match un jeudi soir contre les rivaux de division. La séquence se continue. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a plein de choses qu'on peut dire, mais tu ne peux pas juger les Steelers puis l'équipe sur un match. Fait que dans le fond, les Steelers, ils sont pourris. Ils sont 4-2, ils sont top de la division. Viens pas me parler des Ravens à 1-5, là, sont encore loin. Peut-être les Bengals à 3-4 parce qu'ils sont à un match puis ils viennent de gagner contre les Steelers. Les Bengals ont plus de chances de gagner la division que les Ravens. Fait que parle-moi pas des Ravens. Ben là, Puis non, Losé, parle-moi de ton MVP. Non, mais, on verra à la fin de la saison. Bon, là, je vais vous parler de mon devoir de match. Là. Les Steelers, là, c'est juste attention. Fait, sois pas méchant, sois pas gentil. C'est juste, fais pas les hyperboles. C'est un match. Toutes les équipes ont eu un mauvais match au moins dans toute la saison. Il n'y a aucune équipe que c'est parfait. Je comprends, mais là, c'est que ça commence à s'accumuler. C'est que pour vrai... Ça s'accumule, elles sont 4-2, ça va bien. Ce qui commence à s'accumuler, c'est les contre-performances de la défensive. Tu es l'équipe qui paye le plus sa défensive dans la ligue. Tu viens de donner 33 points à Joe Flacco, qui a 75 ans, que ça fait 1 semaine et demie qu'il est dans l'équipe. La semaine 1, tu as donné quoi? 41 points la semaine 1? Tu avais 7 partants sur 11 en défense qui ne jouaient pas. C'est pas les joueurs qui étaient payés qui étaient sur le terrain quand je comprends, mais là, ça reste une contre-performance, là, pour vrai. Oui, de la défensive, mais pas de la défensive la mieux payée. C'est pas la mieux payée qui était sur le terrain. Ben, en tout cas, ça reste que ton équipe est supposée être une équipe défensive, puis tu donnes 33 points. Vraiment all-around, bien posée, la jeunesse au corps. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pour moi... Mais regarde, tu veux qu'on parle des Packers? À chier, les Cardinals sont 2-5, 2-4. Là, moi, j'ai fait une mise en garde que ce n'était pas contre Julien. C'est pas contre toi. Tu le prends tout personnel. Là. Ils sont 4-1-1, c'est 4-1-1 chancelant. Je suis d'accord, je l'ai dit dans tous les podcasts à date. J'ai dit dans tous les podcasts depuis le début que les Packers, je ne suis pas convaincu. Tu dis, mais moi, j'ai dit depuis le début que les Steelers, je ne suis pas convaincu. Mais viens pas juste faire des hyperboles. À chaque fois que tu fais des hyperboles, c'est pas contre toi, mais à le dire, tu le mentionnes. Les gars, je t'arrête d'aller me faire un popcorn. Arrête de dire, tu as juste dit ce que tu as dit, c'est Steelers. Arrête de mais j'ai pas pu le dire encore. Tu sais, les mimes avec Michael Jackson qui mange son popcorn ou n'importe quoi. Moi, tu sais, Marc, vas-y, les Bengals ont gagné, c'est la meilleure équipe de la division, les Steelers sont pourris. C'est pas la meilleure équipe de la division, les Bengals. Sauf que ça reste que la défensive des Steelers est excessivement inquiétante pour une équipe qui est supposée être défensive. Jalen Ramsey, j'aurais mieux paru que lui contre Ja'Marr Chase dans le match de jeudi passé. Ja'Marr Chase, c'est un des meilleurs receveurs de passe. Je comprends que c'est peut-être le meilleur receveur de passe, mais pour vrai, ça n'a aucun sens à quel point Jalen Ramsey et Darius Slay ont eu l'air de pee-wee contre Ja'Marr Chase dans ce match-là. Il y a eu des calls inexcusables de la part des arbitres, puis même des commentateurs en ont parlé aussi. C'était pour vrai, là, il y a eu des calls. Les arbitres ont un peu aidé aussi la passe de Ja'Marr Chase. Il y a une couple de fois qu'il y a eu des pénalités appelées sur Ramsey, que j'étais comme ça, c'est pas une pénalité ou ça devrait pas l'être. Ils ont tout callé contre. Il a poussé avec son bras aussi. Il y a eu l'avantage du terrain. Fait que rendu là, Ramsey, tu parles de. Il fait un travail excellent depuis le début, mais contre Ja'Marr Chase, c'est sûr que Ja'Marr Chase, s'il est en feu, puis tu le targetes 23 fois, ben c'est le cheat code. Là. Tu targetes 23 fois ton receveur de passe, c'est sûr que tu vas avoir du footage qui va mal paraître. Mais il a quand même juste attrapé 16 passes sur les 23. Il y en a quand même 7 bien défendus. Fait que là, le 2 tiers des passes qu'il a attrapées, c'est quand même pas mauvais pour un joueur défensif. Mais si tu en attrapes 16 sur 23, c'est sûr que tu parais mal. Il y a 16 passes qu'il a captées. Tu lances 23 fois sur lui. À un moment donné, puis quand tu le couvres bien, c'est Higgins qui te fait mal après ça. 100%. Puis ça, sinon, c'est les 2 tight ends. Ils ont 2 tight ends excellents. Fait que, ultimement, si tu le double coverage ou si tu fais de la zone, il y a quelqu'un qui va te pick apart. Puis, je suis d'accord, mais tu sais, ça reste que dans la AFC, tu vas jouer contre les Chargers, ils ont plus qu'une arme. Tu vas jouer contre KC, ils ont plus qu'une arme. Non, mais les Chargers, ça va pas si bien que ça. Les Chargers, ils sont moins bons qu'on pensait. Ben là, c'est qu'ils ont plein de blessés sur leur on verra quand ça arrivera. Ben là, on peut dire, t'excuses des blessés des Chargers, mais pas des Steelers. Pas du tout. Ça reste que défensivement, pour moi, les Steelers ne sont pas au niveau où ils devraient être. Et c'est à cause de ça
que j'ai de la difficulté à croire à cette équipe-là. Ben, la saison est jeune, on est quand même presque à la moitié de l'année. C'est 6 matchs, c'est le tiers, il reste encore 11 matchs. On verra, ça va peut-être aller mieux, ça va être peut-être pire, on ne le sait pas, mais pour l'instant, ils sont en tête de leur division. Fait que pourquoi est-ce que tu dis que rien ne va plus? Ça date, ça ne va pas si pire. Puis ils ont des matchs peut-être qui vont plus te convaincre après ça. Mais c'est une bonne performance. C'était pas un beau match et c'est là j'étais fâché tout le long du match. Je ne vais pas me dire qu'à cause de ce match-là, c'est la saison qui est comme ça. Ben, c'est pas à cause de ce match-là. Julien, t'étais fâché aussi après le match. Tu l'as en ce moment. Je reviens au traumatisme. C'est pas à cause de ce match-là. Parle pas à moi, parle du match. Depuis TSD, là. Ouais, c'est ça. Depuis la semaine 1 que je vous dis que la défensive des Steelers, pour moi, elle est inquiétante. Pour moi, ce match-là, je l'ai écouté en intégral. Je l'ai même réécouté ce midi pour être sûr de mon analyse de match. Puis cette défensive-là est franchement inquiétante. De l'autre côté du ballon, par exemple, j'ai quand même des choses positives à dire. Jaylen Warren, j'ai adoré ce que j'ai vu de ce gars-là. Par contre, je me questionne beaucoup pourquoi les Steelers ne l'ont presque pas utilisé en première demi alors qu'il menait, puis ils l'ont utilisé big time en deuxième demi alors qu'il tirait de l'arrière. J'aurais aimé ça qu'ils utilisent beaucoup plus Warren en première demi alors qu'il y avait les devants. Je pense qu'ils auraient pu écouler plus de temps sur le tableau qu'ils ne l'ont fait. Aaron Rodgers, on s'entend, là, ça reste que c'est un des meilleurs QB qui a jamais joué dans la NFL. Absolument. Je peux pas y enlever ce qu'il a fait. Ça reste que ce gars-là a des habiletés athlétiques que peu de corps arrière ont. Sauf que je trouve qu'il a pris plusieurs mauvaises décisions dans ce match-là. Et je pense que c'est peut-être la vieillesse qui est plus capable d'être autant précis, autant athlétique. Je ne sais pas comment le dire. Mais tu sais, on voit là, les 4 passes, les 5 passes ici là, du côté gauche. Pour moi, c'est ces 5 mauvaises décisions-là. C'est toutes des passes où il lançait que son gars n'était pas libre, ou les deux pics. Tantôt, tu disais que c'est pas de sa faute. Pour moi, je suis en total désaccord. Je comprends que ça a été un gros jeu défensif, là, mais c'est 2 pics où il lance 2 fois en double coverage à DK Metcalf. C'est pas des passes que tu peux faire. Je comprends là, que c'est Aaron Rodgers puis c'est un beau jeu ou peu importe, mais ça reste que c'est des mauvaises décisions de lancer ces 2 pics-là. Puis c'est probablement, comme tu l'as dit, Julien, c'est probablement ces 2 pics-là qui changent l'allure du match. Il y a des habiletés, clairement, mais je trouve qu'il a pris quelques mauvaises décisions qui ont influencé le match, contrairement à Joe Flacco qui n'a pas pris ces mauvaises décisions-là. Pour moi, ça a été ça, l'histoire du match. Puis ça reste que mon bémol de l'attaque des Steelers, c'est que pour vrai, ils n'ont pas de wide receiver. Là. Tu regardes les passes complétées de Rodgers, c'est des passes à ses 3 tight ends, c'est des passes à Warren, puis tu as DK Metcalf qui a 3 catchs. Sinon, une fois de temps en temps, tu vas avoir une passe à Calvin Austin. Mais pour vrai, ça reste que c'est même DK, là, c'est pas un vrai wide receiver. C'est pas un, la preuve, c'est qu'à Seattle, s'ils s'en sont débarrassés, c'est qu'ils savaient que c'était pas un numéro 1. Là. DK Metcalf, il n'a jamais réussi à être numéro 1. C'était Tyler Lockett longtemps. En tout cas, il se passait la puck puis tout, mais ça n'a jamais. À part, il y a eu une grosse saison, mais ça n'a jamais été Parce que Geno Smith et Washington rendent de fiers services à date pour les Steelers. Puis je parle même pas en plus de leur troisième tight end qui est Freiermuth aussi. Fait que les 3 à date, ils font du pas bon job côté exact. pour la course, puis aussi attraper 100%, la passe. Mais ça reste que les 3 une bonne défensive, ce qui n'est pas le cas des Bengals, mais une bonne défensive qui va arriver contre les Steelers. Tu ne devrais pas te faire battre sur des trop longs jeux. Là. Je ne comprends pas comment Freiermuth a pu être autant disponible et ouvert que ça sur un long range. C'est sûr que les Bengals n'ont pas une bonne défensive. Je m'attends quand les Steelers vont arriver contre des bonnes défensives, je ne m'attends pas à ce que l'attaque soit capable de mettre des 30 points sur le tableau. Puis la défensive des Steelers m'inquiète. C'est vraiment là. C'est une équipe, c'est pas une équipe qui va finir bas de classement. C'est une équipe qui va probablement participer aux éliminatoires. Mais pour moi, c'est pas une équipe qui est si compétitive que ça. Là. Parce que moi, la manière que je vois ça, c'est un peu l'inverse. C'est que les Steelers, moi, l'attaque m'inquiète. Plus que. Parce que c'est une bonne performance de l'attaque, à part les 2 pics. Puis c'est ça qui fait la différence dans ce match-là. Mais la défensive a un bon plan de match à un moment, puis ils créent beaucoup de pression, puis ils font des revirements, font des sacs. C'est une machine à faire des sacs, là, ils sont incroyables. Mais tu sais, dans le fond, on a eu beaucoup d'attaques qui étaient vraiment puissantes à contrer. Fait dans le fond, c'est sûr que si tu couvres bien, ben, tu accordes la course. Si tu stoppes la course, tu accordes la passe plus. Mais les Steelers auront un bon plan de match. Mais les Bengals connaissent bien les Steelers, rivaux de division, semaine courte. Puis à date, ben, la stat, j'y crois. Là, quand tu es 0-9 contre tes rivaux de division un jeudi soir
amener la tendance, fait qu'il y a un pattern qui se crée. C'est pour ça que je ne suis pas prêt à dire que ce match-là définit la saison. Parce que moi, c'est l'inverse. Avoir tous les matchs depuis le début, l'attaque m'inquiète plus que la défensive. Mais ça a été des contre-performances de la défensive. Puis c'était une contre-performance de la défensive. Ils n'ont pas bien joué. Puis l'attaque a profité des largesses de la défensive des Bengals qui ne sont pas de niveau du tout. Là. Tu parlais de la O-line de Houston, mais la défensive des Bengals, c'est atroce. Là. Puis eux, ils se disaient comme on va être tout feu, tout flamme. Fait qu'ils cherchaient les revirements puis les pics, puis ils en ont eu 2. Mais si c'était pas des pics, là, ils accordaient 40 points aux Steelers. Là. Ouais, je comprends. Puis là, c'est quand la dernière fois, mais tu ne lances pas 2 pics, tu accordes 40 points aux Steelers, puis tu parles le match un autre blowout. Tu as tes points, Chase a ses stats, mais ils perdent dans un match parce qu'il y a 3 touchés, 200 verges, mais au moins, on a perdu le match. Puis il est fâché. Parce que c'est ça. Fait que c'est vraiment ça la grosse différence dans le match. Fait que, tu sais, gars, je suis pas prêt à dire que. Fait que là, au lieu que Chase soit fâché, c'est toi. Le Chase est content. Hein. Mais regarde, on verra comment l'avenir nous réserve tout ça. Mais parlez-moi des Bengals, mais parlez-moi pas des Ravens pour gagner la division à 1-5 maintenant, là, même si on a 40% de chance des playoffs. Julien, arrête de niaiser. Ben regarde, on va le voir cette année. On va le voir cette année. C'est pas la même défensive qu'avant. Si Lamar revient cette semaine, c'est sûr que les Ravens gagnent la division. C'est sûr. Pour vrai, en passant à son favori. Avec ce que j'ai vu la semaine passée, puis cette semaine des Bengals avec Joe Flacco, moi je donne plus de chance aux Bengals qu'aux Steelers de gagner la division. Bon, on verra, l'avenir nous le dira. Oui. Marc, merci beaucoup pour ton devoir de match. C'est tout le temps qu'on avait. On va voir les prédictions pour la semaine dernière. Qui a gagné la semaine? Marc, montre-nous ça, le beau tableau. Yes, donc je rajoute ça ici. Donc, semaine 7 la semaine dernière. Donc, on a tous eu d'excellentes semaines, honnêtement. Ça a été vraiment une bonne semaine. Vous trois, vous avez eu 10 bonnes prédictions puis 5 mauvaises. Et moi, j'en ai eu 12 de bonnes et 3 mauvaises. Ça m'apprendra de reprendre pour les Steelers. Mais donc, 12 et 3. Et au cumulatif, c'est quand même très, très serré. Donc, c'est Lozé qui est en avance 47-29. Je suis deuxième. J'ai juste une question pour toi. Oui, vas-y. Pour ceux qui ne peuvent pas voir le fichier. C'est vrai, oui. Tu sais, à chaque semaine, on dit tout le temps qu'il y a certains pics, c'est arrivé 3, 4, 5, 6 fois, whatever, qu'on est unanime. Cette semaine, combien de fois unanimement qu'on a perdu un match? Une fois. Ah, OK. Sur quelle équipe? Sur les Steelers. OK, c'est bon. C'est seulement pour ceux qui ne peuvent pas voir, là, c'est tout. Donc, Lozé est en avant 47-29. Je suis deuxième 46-30. Et Julien et Marco sont juste derrière à 45-31 les deux. Donc, c'est très, très, très serré dans nos prédictions. Puis pour vrai, les boys, on est quand même hot là, parce que les 4, on a des fiches vraiment bonnes là, depuis qu'on a commencé. Pour ceux qui ne voient pas le. Julien, pour ceux qui Julien n'est pas loin de nous abandonner. Je pense qu'on va finir le podcast à deux. Julien just left the conversation. Mais on t'aime, Julien. Je te l'avais dit avant qu'on commence que je t'aimais. Ah, une chance, je t'aime, mais ça paraît. Ça paraît tout ça, ça paraît. Ça fait du bien. Bon, moi, j'aurais quand même réussi avec mes Giants, le Lone Wolf. Si c'était pas qu'ils ont gagné, ils ont perdu le match le plus improbable de l'histoire. Ouais, exactement. Ils m'ont fait mentir à la fin, j'étais tellement fâché. Les Giants qui paraissent bien quand même malgré la défaite à 33-32, mais j'ai perdu mes 4 Lone Wolf sur 5. Ça aurait pu être une semaine écrasante, mais non. Écoute, Vrabel, il aurait pu perdre sa job. C'est inconcevable. Moi, je suis content que Denver ait fait le comeback, là, mais pour faire un comeback impossible comme ça, avec le peu de temps qu'il restait, faut que tu sois mis dans la marde. Il faut qu'il y ait un turnover au mauvais moment. Puis tu peux pas, quand tu es up 3 possessions avec 6 minutes à jouer, 3e et 5, tu peux pas caler un jeu de passe. Dans ta zone. C'est impossible de faire ça. Puis là, il l'a fait. Jackson Dart, très mauvaise passe, très mauvaise décision. Mais au bout de la ligne, le play call, c'est un jeu de passe. Ça part de là. Si tu fais pas ça, tu donnes pas la chance à ton corps recru de faire une gaffe de même. C'est inconcevable. Ça devrait pas exister. Ça devrait jamais arriver. Ça me fait penser un peu le Super Bowl. C'est sûr que c'est pas le même type de game, mais le Super Bowl Atlanta. Des Pats contre Atlanta. Quand Atlanta, tout est fait. Là. Oui, OK, les Pats ils essaient de revenir puis ils font des points, mais tout est fini. Avec le cadran, c'est fini la game. Tu as juste besoin de courir le ballon, tu prends le placement,
puis that's it. Qu'est-ce qu'ils font? Ils callent un jeu de passe, il se fait saquer, ils sortent en dehors du field goal, il ne peut pas prendre le 3 possessions d'avance, il reste à 2 possessions d'avance, puis ils perdent le match après ça, on sait tout qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, je ne peux pas concevoir que des gars sont payés des chiffres astronomiques, des dizaines de millions, puis tu fais des calls de même quand que c'est... Tu sais, Vrabel, c'est pas lui qui l'a lancé le pic, mais il a donné la chance à son corps recru de faire une gaffe. Tu dis Vrabel, mais c'est pas... Vrabel, il est à New England. Ah, non. Mais c'est Daboll. Daboll, ouais, c'est ça. Daboll, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais... Brian Daboll. Excuse-moi, pas Vrabel. Daboll. Je vais pas te manquer de respect parce que je t'aime, fait que je vais pas te corriger comme ça. Marc-André, lui, il se permet. Pendant la semaine prochaine, on va voir nos prédictions. Marco là, prend des pina colada, rum and coke, mélangés sur le bord d'une piscine. Dans le fond, il est au Mexique en ce moment. Je pense qu'à l'avoir écouté parler tantôt dans un vocal, je pense que c'est lui qui est mélangé plus que ses drinks. Ouais. On va des pics. Fait que dans le fond... on verra bien là, comment tout se passe. Puis c'est ça, dans le fond, là, premier match, là, les Vikings visitent les Chargers, puis à voir comment Wentz a joué comme tout proche avec ses passes imprécises. Je prends pour les Chargers. Je vais prendre Minnesota. Aïe. C'est tough. Fort. Ouais. Mais short week, les Chargers, beaucoup de blessés. Minnesota, je comprends que Wentz a eu quelques mauvais passes, mais ils n'ont pas si mal paru ça contre les Eagles. Moi, je pense que Minnesota va gagner. Oh, Seigneur. Je vais y aller avec les Chargers. Ben oui. Et Marco prend pour les Chargers aussi. Je le dis parce que vous ne pouvez pas voir le fichier, il n'est pas là, mais nous, on le voit à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous le voyez. Les Dolphins visitent les Falcons et je prends pour les Falcons. Falcons aussi. Atlanta. Les Bears visitent les Ravens. Et si ça a été à domicile, j'aurais pris pour les Bears. Mais là, comme c'est aux Ravens, je suis vraiment mélangé. C'est surtout que Lamar va jouer, là. Je vais prendre pour les Ravens. Pour vrai, avec la défaite des Steelers, c'est sûr que les Ravens vont tout faire pour que Lamar joue. Moi, je vais prendre... même si Chicago est quand même intéressant. C'est quoi? Oui, mais non en même temps, parce que la défaite des Steelers achète une semaine de plus. Ouais. Parce que Baltimore, ils n'ont encore pas perdu une game contre quelqu'un de leur division. C'est vrai. Fait qu'il leur reste encore 6 matchs de division. C'est vrai. Fait que est-ce que cette défaite-là des Steelers... Leur seule victoire, c'est contre... Ouais, ils ont une victoire. Ils ont une victoire de division. Ils ont une victoire contre les Browns. Ouais, ben en tout cas, ils n'ont pas perdu un match contre leur division. Ouais. Moi, je pense vraiment beaucoup qu'il va jouer cette semaine. Ravens. Et aussi, dans le fond, Marco prend pour Baltimore, les Ravens. Les Bills étaient les Panthers et je pense que les Bills vont l'emporter. Après un bye Buffalo, mais upset potential ici. Ah, tabarnak. Bien sûr. Il a volé mon scoop. Upset potential big time ici. Je m'en ai Caroline, là. C'est probablement peut-être le meilleur spread de la... Ben, j'ai pas regardé tous les spreads, mais... Clairement, un Caroline plus 7 dans ce match-là, sans hésiter. Oh. Moi, ils n'ont pas une défaite à domicile. Over 140 verges. Ils n'ont pas une défaite à domicile. Puis en plus, tout porte à croire que ça va être Andy Dalton, donc beaucoup plus de chances de gagner que si c'était Bryce Young. On va s'entendre là-dessus. Oui. Mais je vais quand même y aller pour Buffalo. Là, puis, ouais. Pour vrai, si Buffalo ne sortait pas d'un bye week, je pense que j'aurais mis Caroline dans mon pick. Mais vu qu'il sort d'un bye week, je vais quand même prendre Buffalo, mais upset potential, vraiment. Les Jets visitent puis Buffalo pour Marco. Je pense que je vais commencer par Marco. On commence par Marco, c'est ça va. Les Jets visitent les Bengals. Marco prend pour Cincinnati et je prends pour Cincinnati aussi. Moi aussi. Arrête, là, Losé, arrête, là. Ça, c'est pas un upset ici, là. Ben, ils couvriront pas le spread, en tout cas. Je vais aller Cincinnati aussi. Les Jets marqueront leurs points contre les Bengals, mais je m'attends à une victoire des Bengals quand même à la fin. Je sais même pas s'ils vont marquer le temps. Les 49ers visitent les Texans et je prends pour les 49ers. Ouais, ben Losé nous a fait un bel... c'est ça, un bel hommage à la ligne offensive de Houston. Je vais dire Houston. Ben, j'ai aussi dit qu'ils ont la meilleure défensive de la ligue. Ouais, c'est ça.
Ils retournent à domicile. Clairement, on prend le under de ce match-là. Son favori en passant pour le match. C'est vrai, son favori. Je m'en fous. Ouais. Actuellement, la cote est à -1. Si j'étais sûr que Purdy jouait, j'aurais pris San Fran, mais je vais y aller pour Houston. Ok, petit long mot là-dessus. À date, sur 6 matchs, on est quand même presque unanime. Il y a 4 matchs qu'on est unanime. Il y a 2 matchs qui ont un lone wolf, Marc-André avec Minnesota, contrairement aux Chargers. Puis, dans le fond, Losé prend Houston, alors que tous les autres prennent pour San Francisco. Et je mentionne donc à l'instant que Marco prend pour San Francisco. Dans le match, les Browns visitent les Patriots. Marco prend pour la Nouvelle-Angleterre et je prends aussi pour la Nouvelle-Angleterre. Moi aussi. Les Pats. Le vrai Vrabel. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi? Les Giants me surprennent énormément. Puis je pense que les Giants vont l'emporter contre les Eagles. Marco prend, lui, pour Philadelphie. Ouais, moi aussi, je vais pour les Giants. Écoutez, les gars, faut faire son meilleur coup de pas, même si c'est une fois sur 30 matchs. Étant le plus grand détracteur de Jalen Hurts, faut lui donner qu'il a eu peut-être son meilleur match en carrière la semaine passée. Fait que je vais lui donner bénéfice de suite pour une semaine de plus. Je vais prendre les Eagles. Bon. Alright, on est half and half. Les Buccaneers visitent les Saints. Et je prends pour les Buccaneers. Juste dire que la cote est à -7.5 pour les Eagles. Donc, même si vous prenez pour les Eagles, moi, je pense que les Giants vont au moins couvrir le 7.5. Je vais prendre pour Tampa Bay aussi, malgré les blessures. Tampa Bay. Ouais, Bucky, il joue pas cette semaine. Marco prend pour Tampa Bay aussi. Les Cowboys étaient les Broncos, un match qui s'annonce divertissant. Les Cowboys gagnent ou perdent, toujours avec un 40 points sur le tableau. Donc, c'est l'équipe avec le plus de points sur le board. Ça pourrait être intéressant, mais je pense que les Broncos ont tout ce qu'il faut pour l'emporter contre les Cowboys. Moi, je pense qu'après le match de la semaine dernière, Denver va retourner à la maison et va s'en faire passer une petite vite par Dallas. Je prends Dallas aussi. Et dans le fond, Marco prend pour Denver, lui aussi, un autre half. Et là, les Titans visitent les puissants Colts. Les Colts continuent sur leur lancée de victoire. Je prends pour les Colts, comme Marco prend aussi pour Indianapolis. Ouais, là, les gars, il faut que je vous dise une chose, OK? OK. On fait une petite parenthèse. Là, depuis le début, écoutez, là, on va voir si les dieux du football sont contre moi à ce point-là. Depuis le début de l'année, vous savez, ma réticence sur les Colts. Ouais. Mais là, ils jouent contre Tennessee à domicile. Fait que t'as beau être réticent, t'as beau pas être réticent, un moment donné, c'est sûr. C'est un no-brainer, les Colts. Par contre, je vais les avoir dans à peu près toutes mes Survivors cette semaine. Fait que si jamais... ouais, c'est là. Ouais, c'est ça. Là, je me dis, si jamais il échappe ce match-là, c'est fini. C'est fini. Je veux plus jamais entendre personne rien dire de bon ces Colts. C'est fini. Ah ben, chaque semaine, hein, je t'aime l'oser, mais les puissants Colts... Donc, les Packers étaient les Steelers et les Steelers l'emportent contre les Packers. Green Bay pour moi. C'est un match, toi contre dimanche soir, ouais, dimanche soir. Ouais, je vais chez eux, tu sais pas encore, mais je vais chez eux voir le match. Moi aussi, je vais venir avec mon popcorn. Yes, sir. Puis on reste pour la nuit. Let's go! Vous êtes les bienvenus. Ben là, j'ai même pas eu le temps de donner mon choix. Ah, je pensais que tu disais moi aussi pour Green Bay, excuse. Ben, je vais prendre Green Bay pareil. OK. Et Marco prend pour Green Bay. En passant, vous êtes les bienvenus pour vrai dimanche soir, si vous voulez. Génial, parfait. Tu parles aux auditeurs ou à nous? Aux auditeurs et à vous. Ouh, quand même, l'invitation est lancée. Les Commanders visitent les Chiefs et je pense que les Chiefs vont l'emporter assez aisément. Pour vrai, ça a fini 31-0 la semaine passée. Washington doit se faire éclater autant que les Raiders. Les gars, the tackle that turned the tide. The tackle that turned the tide. Non, mais écoutez. Là, et Marco prend pour Casey. Là, pour ceux qui nous écoutent, vous ne comprenez peut-être pas, mais il y a un analyste, Nick Wright, qui parle souvent de Casey. Il n'arrête pas de revenir sur un jeu en particulier. Puis le fait que. Puis là, cette semaine, j'ai écouté un de ses analyses. Puis la première chose qui est arrivée, puis il a juste dit back to where they belong. Puis là, c'est favori pour l'AFC East, favori pour l'AFC, favori pour le Super Bowl, favori pour le MVP, favori pour le MVP Super Bowl. Ils ont tout.
That's C'est it. ça. KC back on top. Sont 4 et 3. Puis on l'a dit avant lui dans le podcast, de toute façon. Oui, c'est Losé qui l'a dit en premier. Losé, t'es Absolument. visionnaire. Fait qu'on pense Mais qu'il nous écoute. sont 4 et 3 seulement. Mais honnêtement, pour ceux qui ont vu les matchs depuis que Warty est revenu, puis le premier match. Il n'y a pas personne de proche, eux autres. Il n'y a pas personne de proche. Puis la semaine passée, c'est pas juste un match de 31 ou 33-0, 31-0. C'est pas juste un match de ça. Ils ont fait 31 points. Ils ont eu 30 premiers jeux, puis ils ont accordé 30 jeux. C'est fou. C'est sûr que c'est incroyable. 30 jamais vu, on l'aurait su. Il y aurait plein de gens qui auraient fait comme jamais vu les Chiefs. Ils ont 30 jeux offensifs, les Raiders, puis les Chiefs, ils ont 30 premiers jeux. Puis 31 points. Ils ont plus de points que l'autre jeu. C'est incroyable. Puis, avant qu'on s'écarte, on va parler là, dans le fond des équipes qui ne perdront pas cette semaine. Laisse-moi m'écarter un dernier 5 secondes. Juste pour ceux qui étaient contents après 2 semaines, puis après 4 semaines, puis qui ont dit que c'était fini les Chiefs, puis qui ont dit que c'était fini la dynastie, puis ils ont dit que c'était fini Mahomes, puis que blablabla sont tous meilleurs que lui, ben c'est ça, manger toute de la merde. Okay, fini. Tu dis ça, mais il n'y a personne ici dans la vidéoconférence qui avait affirmé ça. Là, non, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui avaient pensé ça. Tu entends ces voix où tu es dans les groupes de gens qui pensent, qui connaissent le football, mais qui ne connaissent pas vraiment le football. Mais les Chiefs, on avait dit que ce serait difficile, pas impossible. Donc, non, mais moi, je parlais pas d'ici. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok, parfait. J'écoute tous les types de médias de football. Il y en avait de partout. Je n'étais pas contre vous. Là. Let's go les Chiefs, let's go les Ravens. On dirait que depuis que Steelers ont perdu jeudi, t'es susceptible. Ah, pas depuis jeudi. Je suis pas susceptible. J'ai un sens aiguisé de la justice. Puis vous n'êtes pas juste en ce moment avec les Steelers. Arizona, Détroit, Jacksonville, dans le fond, Vegas. Il y a beaucoup de bails. Dans le fond, aussi, les Rams de Las Vegas aussi. Les Rams de Las Vegas. Non, excuse-moi, j'ai dit les Rams. Les Rams de Los Angeles et les Seahawks de Seattle ne joueront pas cette semaine. Donc, 6 équipes en bail, plus que d'habitude. Là, les matchs, en fait, les semaines avec plus de matchs coupés, moins de bail. En fait, il y a plus de bail, moins de matchs. Je prends la parole, c'est le temps d'arrêter le podcast. Marc, plug nos réseaux, on se teste sur Dualité et ensuite on réenregistre. Donc, nous, on reste là. Puis, on va parler dans le fond des matchs à venir. Quel match on doit regarder? Quel match on skip? Puis, on ne met même pas dans le split screen de zone. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On s'en reparle dans la prochaine enregistrement. On vous laisse. Marc-André, mot de la fin. Yes, l'Assistant Coach Podcast sur toutes les réseaux. De betting, on vous met nos prédictions, c'est malade. Suivez-nous sur tous les réseaux, partagez, aimez-nous, on aime ça. On est de plus en plus écoutés, on lâche pas, merci de votre À quoi s'attendre? Du hate sur les Steelers, le tackle that turned the tide, les Ravens, favoris champions Super Bowl. Pourquoi? Ils sont à 1-5, mais ils sont pas à 1-5 dans leur cœur, ils sont à 17-0 en ce moment dans leur cœur. L'équipe pourrait être invaincue jusqu'à la fin de la saison. On se laisse, on se reparle les prédictions de la semaine 8. Ciao la gang. Yes, ciao. Pour quelle raison que Julien n'a pas son manteau des Steelers cette semaine? Ah! Fallait